Hello. God. Alors déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Petite intro très courte juste pour vous présenter un peu ce format de vidéo un peu particulier j'avoue. Au mois de janvier j'ai fait beaucoup de TikTok et je suis allée voir beaucoup de films. D'ailleurs je n'ai pas terminé. Et je voulais un peu pour le moment, pour ce que j'ai vu, faire une sorte de vidéo compilation TikTok parce que je n'aurais pas le temps de faire des vidéos uniques à chaque fois ou sur un plus long format de tous ces films. Bien sûr l'exercice TikTok implique que je peux pas détailler au mieux tout ce que j'ai pensé, donc bien sûr que j'aurai encore plus de choses à partager et n'hésitez pas à lancer la conversation en commentaire. Écoutez, je teste une nouvelle façon de poster, ça me permet de rester active sur YouTube, même quand je n'ai pas le temps de filmer des vidéos, de les monter et vraiment d'avoir un rythme assez constant. Je pense pas que ça va devenir un format récurrent, mais je pense que ça va être un format que je pourrais faire de temps à autre. Je trouverais ça dommage de ne pas parler de tout ce que j'ai vu quand même, sachant que j'ai beaucoup revu des choses et que vous le savez, j'ai pas mal boycott le Cinoche depuis un petit moment. Donc voilà, en tout cas vraiment j'attends vraiment de vos retours sur chacun des thèmes, des films que vous avez pu voir ou qui vous intéressent, ou des trucs que j'ai dit où vous aimeriez revenir dessus, enfin bref. Et même parlez-moi du format, en vrai, qui sait, ça se trouve que ça peut vous plaire. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Je vous parle donc de 6 films et en espérant que ça vous plaira. Tous sont aucun spoilers, donc ne vous inquiétez pas. Il y en a juste un où il y a écrit potentiellement des spoilers. Je vous fais de très très gros bisous. Et à très vite j'espère. Dans le format classique normal. J'espère. Peace. Bon visionnage. Sachez que pour le premier film dont je parle dans le TikTok qui va suivre, je cite A24 à chaque fois, mais en fait je veux parler de Blumhouse. Tout le propos tient, juste pas A24. Blumhouse. Night Swim m'a vénère. Mais m'a vénère de ouf. Night Swim, c'est une idée intéressante et un film pourri. Et vraiment, pour que je dise qu'un film soit nul, vraiment nul, que je n'ai rien à tirer à part son idée, c'est que vraiment ça va pas. Vraiment. Pour vous la faire courte, une famille emménage dans une maison avec une piscine hyper jolie, hyper attractive, enfin bref, allons nager, go go go. Sauf que la piscine, dedans, il se passe des trucs pas très nets et quand tu rentres dedans, bref, des dingueries arrivent. En gros. Je vous l'ai très très mal résumé, mais en gros, l'objet central, c'est cette piscine qui cache des mystères et qui a des conséquences très graves sur les gens qui l'approchent ou nagent dedans. Donc je me dis, A24, idée originale, mais go, ça peut être que bien. J'arrive, je me pose, je regarde le film et 1h38, le film ressenti 2h30. Non, faut le dire. En fait, c'est trop dommage parce que plus le film évoluait, plus je me disais, ah là, ça peut être cool, ça peut être intéressant, et ceci et cela. Mais c'est tombé dans un piège que je trouve trop dommage. C'est tombé dans une forme de ridicule qui fait plus rire qu'autre chose. Et en plus, t'arrives à la fin, il y a une séquence comme ça à la fin où genre ils sont en train de parler devant la piscine, il se passe un truc avec la piscine, enfin bref, et genre ça finit brutalement. C'est trop dommage. Pour moi, c'est même pas le fait que le film devait peut-être durer moins longtemps ou plus longtemps, c'est même pas une histoire de durée, mais c'est vraiment une histoire d'écriture parce que on frôle le ridicule à tellement de moments et c'est trop dommage. Je pense que j'ai été aussi autant déçue parce que derrière c'est A24 qui produit et que l'idée était hyper cool, genre l'idée m'a tiré de fou, genre je me suis dit mais trop bien. À une époque où on a l'impression que le film d'horreur peut-être plus que certains autres genres peine à se renouveler et on a que certaines petites pépites dans l'année, je me suis dit ça pouvait en être une et c'est trop dommage d'ouvrir l'année horrifique avec ça. Vraiment. En tout cas, dites-moi si j'ai été trop dure et que vous avez aimé, par exemple. Dites-moi, je veux tout savoir. Mais vraiment, moi, j'en ressors avec un goût très amer et je le mets dans ma liste de films que je pardonne à A24 d'avoir produit, c'est-à-dire une liste petite comme ça. J'ai enfin vu Priscilla de Sofia Coppola et j'ai un petit problème avec. Priscilla marque le retour de Sofia Coppola au cinéma après un On the Rock sorti en 2020, passé un peu inaperçu. C'est un film que j'avais très hâte de voir parce que retour de Sofia Coppola, mais aussi parce que c'est le point de vue d'une femme qui a essentiellement, en tout cas la période où elle était avec, vécu dans l'ombre de son mari et surtout d'avoir un sorte de contre-pied, d'une réponse sans vraiment en être d'un film sorti à peine 2 ans plus tôt, Elvis, basé sur ses écrits en plus. Enfin bref, j'avais trop hâte de voir ce qu'une Sofia Coppola en plus pouvait en faire. Et ce qu'on peut pas retirer à Sofia Coppola, et c'est pour ça que j'avais autant hâte, c'est qu'elle sait filmer un monde de filles girly, on va dire ça comme ça. Elle sait filmer l'application de l'eyeliner, elle sait filmer l'application du rouge à lèvres ou encore du blush. Elle sait filmer toutes ses actions, faire ses cheveux, faire des boucles,
et elle les filme comme des objets importants dans l'histoire et dans le récit et dans le film parce que c'est le cas. Là où on peut souvent considérer ça comme des éléments secondaires, Sofia Coppola les applique dans les vies, dans le quotidien de ses personnages comme réellement des moments majeurs, des moments centraux. Et Sofia Coppola, c'est aussi la reine de l'indolence qui est tout simplement de montrer l'ennui, filmer l'ennui, montrer le fait qu'il ne se passe rien. Le fait que dans la réalité, en fait, dans la plupart de la vie des êtres humains, il n'y a pas d'événements hyper majeurs qui vont venir bouleverser leur vie à tout moment, comme par exemple les films ont tendance à le montrer. Non, on montre des vies absolument banales, comme il en existe des millions. Et pour moi, Paris réussi. Encore une fois, elle nous montre l'ennui, elle nous montre l'intériorité de Priscilla, à travers des plans cinématographiques, à travers des musiques, à travers des changements physiques. À chaque période, sa couleur de cheveux, à chaque période, sa coupe de cheveux, à chaque période, son esthétique vestimentaire. Elle passe par des éléments cinématographiques et esthétiques pour nous montrer le changement de son personnage principal, comme elle a souvent fait dans d'autres films. Et vraiment, c'est un film de l'intime, et pour moi, c'est Paris réussi, mais c'est aussi là où il m'a manqué quelque chose. En fait, j'ai trop trouvé qu'on était à la troisième personne. On était en elle et pas assez en je. Problème quand c'est un biopic. C'est-à-dire que oui, pour moi c'est excellent et même je dirais que c'est peut-être contradictoire avec ce que je pense, mais je pense que ce film est un exemple de ce qu'est un bon biopic aussi. Mais je trouve qu'on n'est pas allé assez à fond dans ce qui est de montrer l'intériorité de Priscilla. C'est-à-dire que parfois et souvent, les mots n'ont pas besoin d'être présents, les images suffisent, les regards, parce que c'est aussi un film qui joue beaucoup sur les regards et où on comprend beaucoup de choses, suffisent. Mais là, il m'a manqué et je pense que c'est parce que justement c'est Sofia Coppola et je sais qu'elle excelle dans ce domaine, une part de jeu un peu plus présent, une part de, on expédie moins certains moments, on est plus dans l'explication. Et le fait que Priscilla n'existe qu'à travers le prisme de Elvis, c'est bien qu'elle est montrée ainsi parce que c'était aussi une réalité malheureusement, mais on aurait aimé voir un peu plus de Priscilla elle-même, surtout de l'après. Quand Elvis est mort, quand même avant qu'il soit mort, elle s'est séparée de lui. On dirait que ce film qui se nommait Priscilla était en fait Priscilla et Elvis et pas suffisamment Priscilla. La principale intéressée, d'ailleurs, si vous voulez quand même le savoir, elle a dit mot pour mot que c'est exactement ce qu'elle ressentait. Le film que Sofia Coppola a fait, c'est exactement ce qu'elle ressentait elle-même dans sa vie aux côtés d'Elvis. Beaucoup de solitude, beaucoup d'ennui, beaucoup de rien du tout. En tout cas, en tant qu'élément cinématographique, j'attendais une Sofia Coppola ailleurs aussi, un peu plus intense dans certains trucs, dans certains choix cinématographiques. Parce que l'esthétique, encore une fois, c'était pépite. Vraiment, c'était pépite. Mais plus en mode, à la fin, j'étais en mode... genre, that's it. Tu vois, il me manquait un tout petit truc. Enfin bref, c'était quand même un super film et je vous conseille vraiment d'aller le voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. En tout cas, ouais, un très bon film, mais qui m'a manqué ce petit truc. Bon, Mean Girls, the Musical, on en pense quoi? Mean Girls, the Musical est une adaptation de la pièce théâtrale à Broadway, qui est une pièce donc qui reprend le thème de Mean Girls et qui ajoute des parties musicales, qui devient une comédie musicale au cinéma. Très important à marquer parce que oui, bien évidemment, et oui, je le fais dès maintenant, il y a un lien qui va se faire naturellement avec le Mean Girls sorti en 2004 parce qu'on ne parlera pas du second. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? On n'adapte pas exactement la même chose. On part d'un même objet, mais on en fait deux choses complètement différentes. D'ailleurs, le film n'a même pas été vraiment beaucoup marketé comme étant une comédie musicale et je trouve que c'est hyper intéressant de ce que ça dit aussi sur comment aujourd'hui en vrai on market des comédies musicales pour un public qui n'est pas forcément client. Bref, bon, on va y aller direct. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je fais pas forcément partie de ces gens-là qui disent que c'était de la merde et que c'était nul et que ceci et cela. Cependant, voilà, il y a des choses quand même à remettre en place. Premièrement, bon point, les actrices et surtout Renee Rapp, un des deux. Enfin bref, pépite, mais pépite, tu es une légende. Vraiment, Margot, tu es une légende, sache-le. En plus, j'aime trop sa personnalité, ce qu'elle donne sur les ITV et compagnie. Bref, go girl. Genre vraiment, elle a d'être ça. Le Mean Girls de 2004, première fois que je voyais mon nom dans un film, genre. C'était une révélation pour moi. Genre, quelqu'un s'appelait Kadji dans un film. Et pour revenir au point que l'actrice qui joue donc Kadji, je la trouve quand même un tout petit peu lisse, malgré tout. Voilà. Je voulais pas faire de comparaison à ce point, mais j'ai quand même le faire. Je trouve qu'une Lindsay Lohan avait plus de gueule, par exemple, dans le 2004, dans la version 2004. Et en fait, d'où vient le problème? C'est à la fois scénaristiquement, dans la direction des acteurs, et cinématographiquement.
Et comme je vous disais, il y a des moments musicaux qui sont assumés comme tels, c'est vraiment des parenthèses entre guillemets dans le film et qui en font intrinsèquement partie. Et je trouve que justement, on prend pas tout l'espace comme on devrait le faire, on fait des plans trop serrés, on voit pas suffisamment l'étendue de ces moments musicaux. D'ailleurs, les musiques que je tiens à dire sont peut-être la meilleure partie du film. Ouais. Et ouais, c'est un peu trop serré, c'est un peu trop restreint, on voit pas tout. Alors que justement, ce qui fait la beauté des comédies musicales, c'est le fait de prendre de l'ampleur, de la grandeur, l'étendue qu'elles ont. Le fait que chaque moment musical est un énorme spectacle et très visuel. Au niveau de la direction des acteurs, c'est-à-dire que comme on a coupé certaines répliques en fait de Mean Girls original, on a aussi donc coupé l'importance et l'intérêt de certains personnages et c'est très problématique quand c'est le love interest ou c'est le cas parce que du coup on se retrouve avec un personnage donc de love interest Aaron là dans Mean Girls the Musical qui est très en retrait en fait, qui est vraiment le love interest et c'est tout, genre that's it, vraiment. Pour moi c'est problématique dans le sens où non, c'est ok vraiment de reprendre des archétypes, c'est même sain. C'est même sain de reprendre des archétypes. Mais en fait, avoir une version 2004 qui est devenue tant une icône populaire et qui est ancrée totalement dans la pop culture et refaire le pari de faire une autre version Mean Girls, mais forcément, on a aussi la version 2004 en tête, on va pas mentir en plus d'avoir une Lindsay Lohan d'ailleurs dans le film. Bah, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les codes qui étaient ceux de 2004 vont être mis au goût du jour en 2024 et de voir que ça a pas été si fait en fait, que les archétypes n'ont pas tant évolué et ça c'est trop dommage. Et du coup on a des Plastic Girls qui sont juste là comme ça, une qui est hyper robotique, genre qui est... Enfin, c'est trop dommage, en fait on fait pas évoluer des archétypes qui doivent être évolués selon moi. On fait évoluer un monde, une certaine diversité avec des discours qui sont vraiment actuels, mais à côté on a des archétypes qui datent d'il y a plus de 20 ans en fait. Quand eux-mêmes ont déjà évolué en 20 ans. Il y a un problème. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être super long, c'est déjà très long. En tout cas, c'est dommage. Il y avait ce manque un peu de prise de danger, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, qui n'ont pas suffisamment saisi selon moi. Et c'est ce qui manque à ce Mean Girls. Ah, Godzilla Minus One, ça a chialé, hein. Que voulez-vous que je vous dise? On est plongé dans un Japon post-Seconde Guerre mondiale et à peine qu'on en est sorti, un nouvel ennemi vient pointer son nez et représente une nouvelle menace pour les habitants du Japon et pour notre cas de Tokyo. Godzilla et Koichi, un homme traumatisé par la Seconde Guerre mondiale mais qui a également fait la rencontre de Godzilla dans le passé, accompagné par toute une équipe de personnes, va se confronter à la menace Godzilla pour à jamais l'éliminer. Le film est réalisé par Takashi Yamakoshi avec un budget de 15 millions seulement. Et avec ce petit budget en soi, c'est un film qui met à l'amende tout un tas de blockbusters américains. Oui, je tire, qui font 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois plus que son budget. On passe par la figure de la créature pour parler de la guerre, de ses incohérences, de son absurdité en soi, de ses conséquences. Et c'est un film qui porte beaucoup sur la reconstruction, non pas des infrastructures ou des habitations du Japon et de Tokyo, mais également une reconstruction psychologique. Beaucoup notamment à travers le personnage principal qui est Koichi, mais aussi des gens qui l'entourent et qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont été au front et au combat. Comme j'ai dit, on est vraiment dans un post-Seconde Guerre mondiale et on passe par des métaphores ou non pour parler réellement de ses conséquences qui sont absolument dramatiques. Profondément politiques, on parle du gouvernement, on parle du traitement des vétérans au retour du pays, d'ailleurs un thème qui est beaucoup exploité également dans le genre qui est le film de la guerre du Vietnam au Vietnam dans le cinéma américain. Du power to the people, le pouvoir au peuple et du pouvoir de l'ensemble pour s'en sortir et se sauver. Comme tous les films de catastrophe, d'invasion, d'ennemis, les thèmes récurrents qui sont l'amitié, l'amour, l'union, des non-dits insufflés d'un certain sentimentalisme, d'un certain mélodramatisme qui est très ancré dans le cinéma asiatique en général. Et la force du film, c'est peut-être son cœur avant tout. D'ailleurs, on s'attache assez facilement à tous les personnages que l'on voit en si peu de temps, comme quoi c'est possible. C'est aussi par cela que le film se développe. En fait, Godzilla est le centre sans vraiment l'être. Et les tragédies des personnages sont aussi vraiment beaucoup les tragédies des spectateurs. Il y a un travail de conception et informatique qui a été fait autour de Godzilla qui le rend vraiment terrifiant, horrifiant. Vraiment, c'est le terme. Il y a tout un travail de design et de pouvoir en fait qu'il a, qui ressort, qui fout bien les frissons, qui le rend plus que jamais menaçant. Mon seul petit regret, en vrai j'en ai deux, mais ils sont vraiment minimes et le film est quand même giga bien. Ce sera peut-être le héros qui est interprété par Ryonosuke Kamiki, j'espère que je dis bien son prénom, sinon je m'excuse d'avance, que je trouve un peu lisse,
qui aurait gagné, je pense, à un peu plus de creusage, si je peux dire ça comme ça, d'un développement plus intense qui permettrait du coup un attachement encore plus poussé à son égard. Et le deuxième, ça va être la fin, donc je ne vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais je vais juste suggérer. On est sur un film qui tire sur des cordes du mélodrame et ça ne pose pas de problème en soi, mais même le mélodrame a des règles, oui oui. Et la fin en soi, elle est intéressante dans son symbolisme, d'ailleurs, pour vraiment savoir de quoi je parle un peu plus, je vous invite vraiment à le voir et vous comprendrez directement. Mais juste en le prenant dans un simple récit cinématographique, je trouve qu'on pousse un peu trop. Car même le mélodrame a des règles qui l'extraient totalement d'un genre qui serait simplement caricatural. Alors que oui, c'est un genre qui se vaut vraiment. La fin tease un deuxième volet et vu le succès qu'il a, franchement, j'en doute pas. Dépêchez-vous d'aller le voir parce qu'il est en salle française du 17 au 31 janvier seulement, donc sur une période très limitée. Généreux et plein d'amour. Il est à ne pas manquer. Allez-y. Réécriture de Frankenstein à la féminine ou Barbie dopée. Mais qu'est-ce qu'on en pense vraiment de Pauvre créature? Tiré du roman d'Alasdair Gray, Pauvre créature de Vorgos Lanthimos nous propose de suivre Bella, incarnée par Emma Stone, dans un style de film d'apprentissage, qui est une jeune femme qui a été ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Vivant sous sa protection, elle a soif d'apprendre, elle a soif de vivre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. On va la suivre dans une réelle odyssée et dans un film qui célèbre la liberté et l'émancipation. S'il y a une première remarque que j'ai à faire, c'est que le film sort totalement du conformisme et ça passe aussi par des techniques purement cinématographiques. Technique qui est absolument vertigineuse, avec des mouvements de caméra qui se déplacent très rapidement ou pas, des zooms, mais aussi les axes ou les focales de caméra. Un coup on est là, puis le plan d'avant au montage c'est totalement un autre angle, et puis après le plan d'après c'est aussi un autre angle, et c'est... Bref, ou encore par le fisheye, plan large ou des plans serrés, et j'en passe, mais également par les costumes, les décors, les lieux. Très peu de choses sont pour la majorité extravagantes, telles que la société artificielle que Bella est elle-même amenée à fréquenter. Bien sûr, aucun personnage n'est conforme non plus. Ils sont tous à leur manière dans une sorte de démesure. On a un casting d'ensemble qui est génial et je comprends totalement la nomination de Emma Stone dans toutes ses catégories, dans toutes ses cérémonies et c'est pas fini. Elle a un enfant dans un corps d'adulte et c'est réel parce que réellement elle a le corps d'une adulte et le cerveau d'une enfant et c'est aussi beau de découvrir le monde à travers ses yeux à elle. Même si là on n'est pas dans un truc kids friendly donc on y arrive. C'est une vraie ode à la liberté et à sortir des dictats qui sont imposés dans une époque dont il est question dans le film, mais également qui s'inscrit totalement encore aujourd'hui dans notre société contemporaine. Le film est vendu comme très féministe, mais est-ce vraiment le cas? Et selon moi, de nombreuses limites font leur apparition. Déjà, je le dis direct, il y a beaucoup de scènes de sexe, voilà, au moins c'est dit, et beaucoup de gens se sont arrêtés dessus, mais c'est clairement pas l'erreur que je vais faire parce que je trouve que c'est simplet. Cependant, en partant de ce constat, je vais un peu plus complexifier le truc. Ensuite, je vais vous citer des gens qui en parlent tellement mieux que moi. Et une limite avec, et c'est vraiment une des remarques que je me suis faite en sortant du film, c'est sa monstration, comment on nous montre les actes sexuels, surtout dans un moment dans le film, un bon bloc, où c'est vraiment le centre, on va dire. Vous l'aurez compris, Bella, elle s'émancipe et elle s'émancipe en passant par sa sexualité aussi, ce qui est totalement légitime et c'est pas un problème. L'émancipation des femmes peut aussi passer par une exploration sexuelle, une libération sexuelle. Cependant, le caractère brut, long, de ce blog dont je vous parlais juste avant, ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle fera, je peux pas trop en dire sinon je spoil, mais si je spoilais vous comprendriez mieux, mais déjà là vous savez, m'a un peu gênée en fait. Même quand elle découvre qu'elle peut le faire, bah moi je me suis dit mais je pense pas qu'elle va le faire, je pense pas parce que juste avant on nous a présenté un personnage certes naïf mais très important, pas bête. Pas bête. Attention, je dis pas que la décision qu'elle va prendre est bête, pas du tout. Elle est aventurière, donc ce n'est pas choquant, ça va juste de soi. Mais s'inscrivant dans un féminisme assez libéral, sans réelle réflexion autour, à part quelques phrases dites par-ci par-là, quelques petits moments, sont quand même à prendre en compte, hein. Mais là, je parle vraiment d'une profonde réflexion autour, sachant que tout le film elle passe par de profondes réflexions aussi. On aurait pu tellement plus approfondir et remettre en question cet aspect-là. Tel que d'ailleurs le féminisme le fait lui-même aujourd'hui, parce que le remettre en question, c'est également être féministe. En plus de ça, elle a une élévation sociétale. Elle finit par intégrer et avoir un statut du coup dans une classe qui n'est pas la plus compliquée, on va dire ça comme ça. Du coup, classisme, tout ça, parce que du coup, à la fin, elle est censée avoir évolué, elle est censée avoir suivi le chemin qui était le bon. Du coup, qu'est-ce qu'on doit vraiment en retenir? Aussi, à chaque étape de son développement, de son émancipation, ce sont des hommes, en vrai, qui lui inculquent. À part une seule petite exception, mais vraiment petite. Et la fin aussi, avec qui elle reste, comment ça se conclut, bah...
j'y trouve aussi un décalage. Il y a tout un tas d'articles hyper intéressants, également féministes d'ailleurs, qui parlent de ce sujet bien plus en profondeur, avec plus de connaissances et de meilleurs mots que moi. Mais c'est un aspect qui m'a un peu dérangée et que j'ai trouvé dommage. Maintenant, le surplus, le trop dont les gens se sont plaints ne m'a pas du tout dérangée. J'ai trouvé vraiment que le film était génial, mais cet aspect, je trouvais important de le remettre en question. Comme l'année dernière, ça a été le cas avec un film comme Barbie, aussi vendu comme purement féministe. Mais je trouve ça intéressant de toujours remettre en perspective. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai vu May December et je pense que dérangeant, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Librement inspiré de la vraie histoire de Mary Kay Letourneau, on est plongé dans la famille de Gracie et Joe, un jeune américano-coréen. Jusque-là, tout va bien, sauf que cette romance s'avère être problématique puisqu'ils ont 20 ans d'écart, que Joe était l'élève de Gracie, qu'ils ont eu des enfants ensemble, haha. Comme je l'ai dit en introduction, c'est inspiré d'une vraie histoire et à l'époque ça avait fait la une de la presse People, enfin c'était vraiment incroyable. Et Todd Haynes fait le parti de nous plonger dans cette intimité, notamment au travers du regard d'une jeune actrice qui jouera très prochainement le rôle de Gracie dans un film, Elizabeth, incarnée par Natalie Portman. Il vient pour, en gros, au mieux incarner son rôle en étant plongé dans cette intimité, dans ce cadre familial très privé, très enfermé, pour un couple qui a défrayé et défraie la chronique. Le point majestueux du film, je pense que c'est vraiment ses acteurs et leurs personnages, et une écriture vraiment pointilleuse des personnages qui sont valorisés et honorés par leurs interprètes à chaque fois. Julianne Moore, Natalie Portman, les deux qui portent le film sont absolument phénoménales. Et Charles Melton aussi. On sent vraiment qu'il y a une volonté de faire un double entre Gracie, Julianne Moore et vraiment Natalie Portman qui joue Elizabeth. Ça m'a constamment rappelé un peu Black Swan et Natalie Portman avec son rôle du double justement. Et c'est fou parce que plus on regarde le film, plus elles en viennent à se ressembler physiquement, alors même qu'elles sont en soi des opposés. Charles Manson, dans cette direction qu'il a de jouer un enfant dans un corps d'adulte, rend toute la situation extrêmement malaisante. C'est-à-dire que dans sa façon d'agir, d'appréhender le monde, de voir les choses ou encore de parler, on a en face de nous en fait un enfant concrètement. Et ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que l'acteur le jouant, donc Charles Manson, est vraiment beaucoup plus jeune que Julianne Moore. Et on sent qu'avec ses enfants, il n'y a pas tant d'âge de différence en fait. En plus, influencé par le fait que Charles Manson, je l'ai essentiellement vu dans des teen series, movies, etc. Ça a juste rendu le truc extrêmement gênant. Et vraiment, Julianne Moore fait peur. Et il y a vraiment une ambiance de la peur en général de toute façon dans le film. Mais c'est une peur réellement qui réside dans un malaise des plus profonds. On sent qu'elle a une emprise encore à ce jour au moment du film, donc quand ils sont déjà un peu plus âgés, sur lui, sur comment il doit agir, sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal. Elle dirige beaucoup ses pensées et lui, il est essentiellement un soutien émotionnel. On voit vraiment que c'est une femme qui le manipule en fait complètement. Et d'un point de vue extérieur, donc le point de vue du spectateur, on ressent juste un grand malaise en fait par rapport à tout ce qui se passe. En fait, ce qui est censé être normal pour eux ne l'est absolument pas pour nous. Il y a vraiment une manière de montrer les insécurités, de montrer les techniques de manipulation, de montrer les choses qui sont simplement totalement immorales, d'une façon qui est tellement bien travaillée, bien élaborée. Le film a vraiment une esthétique, un style très marqué. Il y a un certain, parfois, cynisme, il y a certains moments où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est pas normal, là. Et Todd Haynes veut vraiment nous le faire comprendre. Il nous fait comprendre, il nous rassure à nous, les spectateurs, en disant que oui, ce que vous voyez n'est pas normal, ne vous inquiétez pas. Et en fait, la psychologie des personnages passe aussi par l'élaboration, la conception à chaque fois de la mise en scène extrêmement réussie d'ailleurs, au passage. Des mouvements de caméra, il y a des angles de caméra, des façons de filmer tel ou tel moment, plutôt qu'une d'une façon différente, qui marque vraiment un point de vue, qui marque une intériorité à chaque fois de tel ou tel personnage. Il y a une couleur très épurée. Enfin bref, plus on avance dans le film, plus on tombe dans un malaise et on ne perd jamais ce malaise. C'est ça qui est hyper important et intéressant, je trouve. C'est que de ce qu'on veut raconter, qui est donc extrêmement immoral, et ben dans la technique cinématographique, on ne l'omet jamais de à chaque fois bien le marquer. Je sais qu'un téléfilm à ce nom a également été fait que je vais aller voir très prochainement. Mais en tout cas, si vous avez l'envie de découvrir ce film, allez-y vraiment, je pense qu'il en vaut vraiment le coup. J'avoue que moi, il m'a surtout marqué pour sa mise en scène et la construction de ses personnages, la profondeur de ça, plutôt que vraiment, je me suis dit, waouh, incroyable, c'était vraiment en plus. Le film m'a fasciné en fait. Et voilà, donc j'espère que ce sera également le cas pour vous. En tout cas, allez le voir, je vous en prie.